Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Il était hyper bizarre mon hello, non? Il faisait méga faux cul. Attendez, je reprends. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, donc cette vidéo sort un vendredi soir comme toutes mes vidéos YouTube. Le cadre est pas droit, non? Attendez. Je ne sais pas si c'est droit, je ne sais pas si c'est mieux, si c'est pire. Bref, je disais donc que cette vidéo sort le vendredi 6 septembre. Et en fait, il se trouve que dans 2 jours, donc le 8 septembre, j'ai 30 ans. Et ouais, 30 ans ma gueule, ça fait bizarre et en même temps je m'en fous un petit peu, je vous le cache pas. Mais je me suis dit que pour plein de gens, 30 ans apparemment c'est le moment de faire le point sur ta vie. Moi je ne m'y risquerai pas les gars, mais je peux le faire le point sur mes lectures et en tout cas sur les livres qui m'ont le plus marqué durant mes 30 premières années de vie. Et je me suis dit que logiquement j'allais partager ça avec vous, donc je vous propose de parler aujourd'hui de 30 livres qui m'ont marqué pour mes 30 ans. En réalité, on va plutôt parler, c'est quasiment 30 de mes livres préférés. Petit disclaimer avant qu'on commence, j'en ai forcément oublié et je vous ai passé, par exemple, je vais pas parler d'Harry Potter par exemple parce que c'est évident. J'ai pas parlé non plus de Club des 5, Alice Détective ou de les Barbie que je lisais quand j'étais petite, tu vois. Parce qu'à ce compte-là, j'aurais dû aussi remonter sur les Martine, Juliette, Caroline, enfin toutes les séries que je lisais quand j'étais petite et même qu'on me lisait avant que je sache lire. Je vous parle pas des oui-oui et de tout, enfin bref, vous avez compris le bail. Je vais quand même me concentrer sur des romans que j'ai lus quand j'étais un peu plus âgée, en fait qui ont vraiment façonné, je pense, la lectrice que je suis et en fait l'adulte que je suis vraiment. Et du coup, par définition aussi l'autrice, etc., etc. Vous avez compris. Donc je vous ai sélectionné 30 romans pour mes 30 ans. J'ai bien conscience que là, je dis ça genre en mode waouh, c'est exceptionnel, mais en fait, on s'en fout parce que vous allez voir la vidéo, ça se trouve dans un an, j'aurai 31 ans. Ah, ça fait bizarre quand même de dire ça, non? J'ai 31 ans. Non, attendez. On va déjà accepter le fait que j'ai 30 ans. Faut déjà que j'ai le réflexe de dire aux gens j'ai 30 ans quand on me demande, parce que des fois, quand on me demande, j'ai besoin de réfléchir à l'âge que j'ai. Donc on va déjà s'habituer à dire j'ai 30 ans et on verra 31 plus tard, hein, chaque chose en son temps. À chaque jour suffit sa peine, ok? Bref, du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, en gros, c'est le prétexte de mes 30 ans pour vous parler de 30 livres qui m'ont marqué, mais c'est pas en mode wouhou, c'est mon anniversaire, on s'en fout un peu, c'est vraiment le prétexte. Bref, parlons donc livres. Il y en a certains qui vont être obvious, je les ai mis dans n'importe quel ordre, donc il n'y a pas d'ordre de priorité ou d'ordre de lecture ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme ils me sont venus. Et comme je vous disais, il y en a certains, ça va être obvious, évidemment Percy Jackson, genre number one. Je sais qu'il n'y a pas d'ordre, mais quand même number one, parce que clairement, en fait, quand j'ai découvert cette saga, mais truc de ouf. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une des seules sagas, enfin livres en l'occurrence, que j'ai lu et je me souviens pas quand. Enfin, je sais pas comment vous dire, par exemple, pour les autres que je vais vous montrer, je peux vous dire presque précisément le moment où j'ai commencé à lire le livre, au moment où j'ai senti que ça allait être un coup de cœur, etc., etc. Percy Jackson, en fait, je me souviens d'avoir attendu la sortie des nouveaux tomes des Héros de l'Olympe, parce que c'était un peu mon petit plaisir, je crois qu'il sortait en début d'année, je sais plus si c'était début d'année genre janvier ou début d'année scolaire en mode septembre, donc je me souviens à peu près de où je lisais la fin de cette saga, mais les premiers Percy Jackson, je suis incapable de me souvenir, et ça me frustre un peu, mais en même temps je me dis c'est pas grave, parce que peu importe quand tu l'as lu, comment t'en es arrivé à choisir ce livre et pas un autre, etc., parce que ça, clairement c'est 90% de ma personnalité, Percy Jackson. Je vais pas faire semblant, Annabeth, Percy, l'humour, le sarcasme, tout ça, c'est moi, c'est ma vie, c'est... Je vais pas vous faire l'offense de vous faire un résumé, parce qu'en plus on va gagner du temps sur ce que je vais vous présenter après, mais clairement cette saga, mais... Et là, j'ai trop hâte, les gars, de voir la saison 2 de la série sur Disney+. Parce que bon, la 1 était sympa, je me suis pas retournée, j'ai pas crié en mode « Ah !» J'allais dire, je me suis pas retournée dans ma tombe. Touchons du bois, même si c'est du contreplaqué, je sais pas trop ce que c'est. Toucher du bois en fait, on va toucher le livre. Hein. Bref, je me suis pas roulée par terre en mode c'est la meilleure série de tous les temps, la meilleure adaptation. Mais c'était quand même très très sympa et je pense que la saison 2 va être encore mieux. Et j'ai vraiment trop hâte de la regarder. Bref, donc évidemment, dans mes 30 livres, il y avait Percy Jackson, c'est évident. Là aussi, pas trop de surprises. Hunger Games, les gars, j'ai envie de vous dire... Voilà, hein. Et là, je me souviens exactement, très très précisément de quand, comment et pourquoi j'ai lu ce livre. Ce qui est assez marrant, c'est que c'était tellement... En fait, le moment où j'ai fait ma rencontre avec Hunger Games était tellement révélateur de ma vie, aujourd'hui encore. Donc au moment où c'est sorti, j'étais au lycée. Le livre était sorti il y a vraiment pas très longtemps, genre un mois, même pas. Et en fait, le mercredi après-midi, je devais aller au sport avec ma meilleure amie de l'époque. On avait choisi escalade, pour passer plus de temps à regarder les autres grimper qu'à vraiment grimper. Et en fait, même ça, c'était déjà trop physique pour nous. Donc ce qui se passait, c'est que souvent, il faut pas faire ça les gars, ne faites pas ça, mais on séchait le sport. C'était pas les cours de sport vraiment du lycée, hein, c'était les cours de sport un peu facultatifs, tu sais, auxquels tes parents t'inscrivaient, les activités extrascolaires quoi. Et nous en fait on séchait le cours de sport, enfin bref je vais pas vous faire tout le chemin qu'on faisait, et on allait à la bibliothèque et on passait l'après-midi à lire.
Et du coup, un mercredi, nous on arrive à la bibliothèque à la place de mettre nos petits baudriers et de grimpouiller là, et on voit ça. Et je me souviens que toutes les deux, on a regardé les livres, on s'est dit « Oh, ça a l'air trop bien, vas-y, je le veux !» Et en fait, on le voulait toutes les deux, alors qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire. Et je me souviens pas comment, pourquoi, est-ce que je l'ai poussé, est-ce que je l'ai frappé, est-ce que je l'ai insulté, est-ce qu'on a tiré la courte paille, je ne sais pas. Mais je me souviens que c'est moi qui l'ai remporté. Du coup, c'est moi qui l'ai emprunté, qui l'ai lu, qui l'ai dévoré et qui l'a dévoré. Qui a dévoré le livre. Et du coup, après le reste, vous connaissez. Grosse obsession, j'ai 50 éditions différentes. Mon amour pour Finnick, mais il a crevé le plafond. Enfin, c'est un truc de ouf. Vraiment, cette saga aussi, elle a eu un impact de dingue sur la lectrice que je suis. Et pareil, du coup, j'ai attendu la sortie des autres tomes. J'ai vu la sortie au cinéma. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Et un autre souvenir marquant que j'ai sur cette saga, c'est quand j'ai lu le tome 3. Et je vous promets, je pense que je n'ai jamais autant chialé pour un livre que pour celui-ci. Parce que j'imaginais... En fait, bon, déjà, il y a les personnages qui meurent à tire-larigot, là, surtout mes préférés. Mais aussi parce que j'imaginais ce que ça faisait vraiment d'être à la place de Katniss. Et je pense que j'étais au moment d'adolescence où j'étais vraiment à fleur de peau pour tout. Et je devais être insupportable parce que en fait, on aurait dit que c'était moi qui sortais des Hunger Games. Avec le recul, je me dis, je faisais la gueule à tout le monde. Je devais être un peu en mode, mais qu'est-ce que tu me parles de tes cours alors que Katniss, elle a perdu sa sœur et tout, tu vois. Je devais être insupportable de ouf parce que j'avais l'impression d'être dans le bouquin, quoi. Bref, pareil, je vous présente pas Hunger Games non plus, mais Pépitas et Pépitas qui fait partie des 30 pour les 30. Ça ne veut rien dire. La quête des Willan, bien évidemment, bien évidemment. Pareil, je vous raconte la petite anecdote de ma rencontre avec cette série. Mon cousin, qui était franchement un gros lecteur aussi, avait le livre un jour, mais là j'étais beaucoup plus jeune en plus, hein. Je pense que j'étais en primaire. Est-ce que c'est possible? Primaire ou tout début du collège. Et en fait, on était chez mes grands-parents, et il avait le livre à côté de lui, et moi je regardais la couverture et j'étais en mode... Ça me donne pas du tout envie. Je me souviens que j'avais regardé la couverture et que j'avais lu le résumé, mais en fait le résumé il dit pas grand chose. Il dit juste, c'est un extrait du livre, il dit quand Camille vit le poids lourd qui fonçait droit sur elle, elle se figea au milieu de la chaussée. En fait il explique le premier chapitre du livre et j'étais en mode trop bizarre, ton truc ça me donne pas du tout envie, alors que lui il était en mode mais si je te jure c'est trop bien, la saga elle est incroyable et tout, et moi j'étais là. Parce que vraiment j'étais insupportable, hein. Enfin encore plus que maintenant. Et du coup je me souviens très bien lui avoir dit jamais je lirai cette saga. Et je ne sais pas pourquoi un jour, soit il a insisté, soit mes parents ont dit bon ça suffit maintenant tu lis les livres qu'il t'a prêtés. Parce que je leur coûtais très cher en bouquin à mes parents. Donc ils ont dû me dire écoute on te prête des livres, tu vas les lire et arrêter de nous endetter. Donc j'ai lu et alors là mais les gars, mais la révélation en fait. J'en perds mes mots. Mon obsession pour Pierre Bottero était au point où, avec la même meilleure amie qu'on avait repéré Hunger Games d'ailleurs, on avait fait un blog spécialement sur lui, donc à l'époque sur Skyblog, pour ceux qui connaissent, où on mettait des informations sur les livres, on mettait des fanarts des personnages, enfin vraiment des citations, on faisait même des quiz pour savoir est-ce que t'étais plus ci, est-ce que t'étais... Vraiment, mais les fangirls dans toute leur splendeur. On faisait genre, on écrivait des poèmes et tout, tu sais, les poèmes qui font les Marcombre ou Marchombre, personne dit la même chose. Les poèmes un peu en trois lignes assez courtes, là, un peu comme des haïkus. Et on faisait ça, on les écrivait sur des papiers, après on se les échangeait. Je me souviens même qu'une fois, j'étais en vacances à la montagne et j'avais écrit sur un galet que j'avais laissé en me disant « Il touchera quelqu'un d'autre, mais tais-toi, tais-toi !» Bref, vous avez compris le bail, grosse obsession. Même délire avec le livre des étoiles. Ça aussi, bon, ça se voit d'ailleurs, hein, qu'ils ont été lus, relus et re-relus. Genre, regardez, il y a des pages qui se détachent. Ah bah, j'ai déjà dû les scotcher. Ils sont un peu cornés et tout parce que je les ai lus 1 milliard de fois. Le livre des étoiles, donc le premier tome, c'est Cador le sorcier de Eric Lhomme. Et là, ce que je trouve oufissime, c'est d'imaginer que du coup, l'année dernière, donc là, il faut imaginer que la Marie de, je sais pas, j'avais peut-être 11-12 ans, était juste raide dingue de cet univers, de ces personnages, de ce style d'écriture. Je pensais H24 à ce genre de livre ou par exemple à la quête des Willan, etc. Et la Marie de l'année dernière a dédicacé dans un salon où il y avait Eric Lhomme qui était à genre 2 chaises d'elle, et elle a pris son courage à 2 mains et elle lui a dit bonjour, je suis extrêmement fan de vous. Et il m'a parlé comme, enfin, désolée de le dire, ça fait à la fois très prétentieux et en même temps moi-même je ne réalise pas. Il m'a parlé comme si j'étais son égale. Il m'a dit ah mais de quoi ça parle ce que t'écris, etc. Il a voulu lire mon livre. Je vous jure, rien que d'y penser en fait, c'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? Est-ce que vous imaginez qu'il y a une Marie d'une, on va dire, dizaine d'années qui a un jour pris ce livre, qui l'a lu en disant « Cet homme est un dieu, cet homme est mon modèle ». Et du coup, alors on va dire presque 20 ans après, la même Marie a rencontré cet homme qui a été tellement gentil, tellement ouvert d'esprit et tellement bienveillant avec elle. Et je réalise pas. Je vais pleurer, je pense. On va changer de livre parce que là, je vais chialer. Évidemment, Six of Crows, bien sûr.
de Leigh Bardugo. Est-ce que j'ai une petite anecdote à vous raconter sur celui-ci? Eh bien oui, en fait, on dirait que c'est scénarisé ce que je vous fais, mais pas du tout, je vous jure, je suis en mode roue libre impro. Ce livre, je l'ai eu au moment de sa sortie aussi, et il était dans la wishlist que j'avais fait à ma maman pour mon anniversaire. Du coup, ma maman m'avait fait un colis avec les livres qu'elle m'avait commandés, mais il y avait ça dedans. Enfin voilà, c'est vraiment nul comme anecdote, en fait. Juste, je me souviens que je l'ai eu pour mon anniversaire. J'aurais pu simplifier comme ça, non? Bref, Six of Crows, la base, le sang de la veine. Pareil, je vous présente pas la saga parce que là, entre les 50 rééditions et la série, bon, je pense que tout le monde maîtrise un petit peu l'intrigue. Mais c'est pareil, j'ai été obsédée par cette saga, j'ai insisté pour que toutes mes amies la lisent, mais gros coup de cœur. En plus, il est vraiment beau, quoi. J'ai d'autres éditions du coup, hein, j'ai les versions anglaises, mais je pense que c'est des versions anglaises collector en plus, mais je pense que rien ne peut égaler ça. Parce que c'était beaucoup trop beau. Et en plus, on a les personnages dessinés, ce que n'ont pas forcément les autres éditions. Donc pour une fois qu'on a des petits bonus, je dis oui. Voilà, c'est tout. Rebelle du désert, je ne me souviens pas comment, pourquoi j'en suis arrivée à lire cette saga. Je me souviens juste que j'ai tapé quasi une nuit blanche pour lire le 3e tome parce que ça allait de révélation en révélation, on craignait pour les personnages à chaque instant et je ne pouvais pas m'arrêter de lire et du coup je me souviens très bien que je suis arrivée au travail le lendemain avec les yeux comme ça, le cœur en vrac, la tête dans le... Donc clairement c'est aussi une saga qui m'a marquée de ouf et celle-ci est beaucoup moins connue. Déjà aujourd'hui elle est plus éditée malheureusement. Si vous la trouvez d'occasion, franchement, foncez, foncez, foncez. Et moi, je ne cesserai jamais de vous la recommander, même si elle est de plus en plus difficile à trouver, parce que je vous jure, c'est une pépite incroyable. En gros, c'est l'histoire d'Amani qui vit dans le désert, dans un royaume qui est gouverné par un peu un tyran, on va pas se le cacher. Et en fait, elle vit dans le désert, dans une société qui dit aux femmes de bien rester à leur place, de pas ouvrir leur bouche, etc., etc. Sauf que elle est un peu rebelle. Et souvent, elle se fait passer pour un garçon pour aller tirer et gagner de la thune pour aider sa famille. Bref. Et un soir, en fait, au milieu de cette compétition, elle va tomber sur Jean qui va, en fait, lui attirer des ennuis, mais elle-même, elle va lui attirer des ennuis et elle va découvrir que c'est le frère du prince héritier qui a fait scission, en gros, qui est pas en phase avec le roi actuel. Je crois que je viens de me faire piquer par un moustique au milieu de cette vidéo. C'est grave. Qu'est-ce que je disais? Que du coup, en gros, elle va rejoindre la rébellion qui lutte contre le sultan qui est un gros fils de chacal. Et en cours de route, Amani, elle va se rendre compte que il y a quand même un petit peu de magie dans cette histoire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des demi-djinns. Donc les djinns, c'est un peu des génies, des êtres surpuissants et surnaturels qui parfois insufflent leur pouvoir à des humains. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais franchement, il y a 3 tomes, les 3 sont incroyables, parce que souvent, dans une trilogie, il y a toujours un petit coup de mou au milieu. Là, non, les 3 tomes sont trop bien, les personnages sont tellement attachants, c'est bien écrit, c'est à la fois poétique et en même temps drôle et en même temps bourré d'action, c'est super original. Voilà. Pareil, ça c'est aussi une saga qui mériterait tellement plus de hype. Je vais pas non plus m'apesantir parce que je vous en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo spécialement dessus au tout début de ma chaîne. C'est bien évidemment Legendborn de Tracy Deonn. C'est paru il y a pas très longtemps du coup aux éditions J'ai lu. Ça a été mais vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année du coup 2022 et je le vois pas souvent passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en librairie ou quoi, et ça me frustre parce que c'est une pépite. Alors peut-être que c'est parce que c'est une brique et que ça fait peur aux gens, je ne sais pas, mais n'ayez pas peur, je vous jure, n'ayez pas peur, c'est incroyable. Là c'est l'histoire de Brie qui a perdu sa maman récemment dans un accident de voiture et elle est persuadée qu'en fait c'est pas un accident naturel et qu'il y a quelque chose derrière et du coup elle est décidée à mener l'enquête et pour ça elle va rejoindre l'université où a étudié sa maman. Elle va essayer en fait d'en apprendre plus sur elle, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a pu découvrir en fait qui aurait fait que on ait voulu l'éliminer. Et au milieu de tout ça, la petite Brie, un jour, enfin un soir en l'occurrence, elle va se balader sur le campus et découvrir des créatures surnaturelles qui gambadent dans tous les sens et d'autres élèves qui les zigouillent avec de la magie. Alors là, elle se dit non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle va découvrir du coup qu'il y a une société secrète inspirée, enfin qui descend en fait de toutes les légendes arthuriennes qui rôdent sur le campus et qui s'assure que les créatures surnaturelles du coup restent à distance. Elle va découvrir qu'elle a un lien avec tout ça, mais elle va aussi découvrir une partie de magie ancestrale qui lui vient d'une autre partie de sa famille. Donc en fait ça lie 2 parties de la magie pour faire de Brie une personne absolument incroyable, mais il va falloir qu'elle apprenne à canaliser un petit peu tout ça. On a un petit triangle amoureux et vous-même vous savez, moi les triangles amoureux, non, c'est non. Et c'est d'autant plus non que, en général, je choisis mon camp très rapidement. On va pas parler du triangle amoureux de Hunger Games parce que pour moi, il y en a pas. La solution était évidente, c'est Pita, Pita, Pita. L'autre peut clamser, je m'en fous. Mais là, en fait, le triangle amoureux, enfin les relations et les personnages sont tellement bien faits, tellement bien construits que j'ai choisi mon camp, bien évidemment, mais je peux pas m'empêcher d'aimer les autres personnages, et pour moi, c'est là aussi que le triangle amoureux, il est réussi. C'est pas juste, il y en a un que tu détestes, c'est jusqu'au bout, t'es en mode, ok, je comprends
pourquoi on peut être attaché à tous les personnages. Bref, je m'étends trop sur le sujet. Mais vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il y a la romance, il y a un univers qui est extrêmement riche, il y a tout un folklore qui est très travaillé et qui pose aussi plein de questions sur l'identité, sur les générations au-dessus et ce qu'elles nous laissent, sur l'impact que ça peut avoir. Ça parle de racisme, mais aussi de pression sociale. Enfin, c'est vraiment... Dit comme ça paraît beaucoup pour un seul livre, mais déjà, c'est une saga, donc ça va. Et surtout, c'est tellement bien fait, tellement bien amené, c'est tellement bien écrit que franchement... Pépite. Je suis en train de me demander s'il fait pas un peu nuit. Ah ouais, si, quand même, il fait quand même très nuit là. Attendez, je mets le spot. C'est mieux, non? T'es peut-être pas obligé de rester dans le noir quand même. Bon, donc, Legendborn, comme ça. Les âmes vagabondes, évidemment qu'il allait être dans cette sélection. J'ai hésité à mettre Twilight, mais je vous cache pas que Twilight, évidemment, comme 99% de la population, c'est devenu ma personnalité. Au moment où je lisais la saga, j'étais obsédée par Edward. J'étais du genre, je voyais une camionnette, je me disais, oh my god, on dirait trop la camionnette de Bella. Bon, bref, vous avez compris le bail. Mais j'ai quand même choisi de vous parler plutôt de ce livre-là parce qu'il est moins connu, alors que pour moi, il est 1000 fois mieux. Il est moins adolescent, il est toujours un peu cliché, il est toujours un peu lent, enfin voilà, il y a des choses qui sont prévisibles, bien sûr, mais le pitch de base est extrêmement original et ça a été un énorme coup de cœur. Et là, petite anecdote, parce que j'ai quand même des anecdotes des fois qui ne servent à rien, mais que je vais vous partager quand même. Vous voyez là, c'est marqué bon anniversaire sœurette. Je n'ai pas de sœur. En fait, c'est le livre que ma tante avait offert à ma mère pour son anniversaire. Et je l'ai vu, j'ai dit oh trop bien, je lui ai emprunté. Je lui ai jamais rendu. Donc désolée Tatan, mais c'est moi qui ai lu le livre en fait. Et c'est pas j'ai lu le livre, c'est j'ai lu le livre. C'est devenu une obsession. C'est tellement devenu une obsession que ça m'a inspiré un projet de roman que j'ai écrit il y a déjà des années, qui n'a jamais abouti parce que j'ai jamais terminé et parce que bon, il faudrait que je modifie plein de choses aujourd'hui si je voulais en faire quelque chose de potable. Mais le pitch de base clairement me venait de ce livre et c'est là aussi où tu sens que t'as kiffé parce que quand un livre est tellement bien qui t'inspire pour créer ton propre univers. Enfin bref, gros coup de cœur. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film qui a été tiré de ce livre, qui est pas nul à chier non plus, mais qui est loin de rendre hommage à toute la richesse de ce livre. C'est l'histoire de Mélanie qui donc vit dans notre monde, sauf que il y a des aliens qui ont débarqué, et en fait ces aliens sont des sortes de toutes petites créatures comme ça, qui ont besoin d'un corps pour survivre et qui du coup s'infiltrent dans les humains et en fait progressivement ont pris le contrôle de la Terre en se faisant passer pour nous. Et Mélanie, elle du coup, c'est une des rares humaines qui reste à ne pas être possédée, contrôlée par les aliens et elle fait partie de la résistance, sauf qu'un jour elle est capturée et on met du coup en Mélanie Vagabonde, qui est une âme qui est spécialisée en fait pour retrouver les informations sur les rebelles justement et pour du coup aider son peuple à s'installer de manière très pérenne sur le monde qu'ils ont choisi de coloniser. Et habituellement en fait quand ils mettent le parasite, ils appellent ça des âmes, les petites extraterrestres là, quand ils mettent l'âme dans un corps humain, et bien l'humain s'efface et l'âme prend le contrôle. Sauf que là dans le cas de Mélanie, on ne sait pas trop pourquoi, Mélanie va résister et ce qui fait qu'en fait elles sont deux à cohabiter dans le même corps. Mélanie elle est toujours un peu présente dans la tête alors que Vagabonde, qu'on va appeler Gabi par la suite, prend plus le contrôle, donc moteur, tout ça, mais elle a la petite voix de Mélanie dans sa tête. Et du coup, Vagabonde, très vite, elle va être partagée entre d'un côté, bah ok, c'est bon, j'ai accès aux souvenirs pour aller retrouver les autres rebelles et faire en sorte que tous ils se soumettent. Et en même temps, vu qu'elle a aussi les souvenirs et la voix de Mélanie, elle se dit, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de clairement tourner tous les humains en esclaves? Elle va rejoindre du coup les rebelles, et ce qui est très compliqué, c'est que du coup, elle a le visage d'une personne qu'ils connaissent, mais c'est une autre personnalité intérieure. Enfin bref, c'est pas un triangle amoureux, c'est un quadrilatère amoureux, parce que du coup, t'as donc deux mecs, t'as Mélanie et Gabi, mais qui sont dans le même corps. Donc en fait, techniquement, ça fait un triangle, mais en fait, il y a deux personnes là. Donc ça fait un carré, quoi. C'est tellement bien écrit, tellement original, ça fait réfléchir sur plein de sujets. C'est encore aujourd'hui, je vous jure, c'est un de mes romans préférés, et j'ai toujours plus ou moins envie de le relire. Pépite. Excusez-moi, mes pépites. Pépite aussi, bien évidemment, Red Rising. Je me suis rendu compte récemment là que j'avais jamais fini la série. J'ai lu les 3 de Red Rising, mais après j'avais commencé à lire la seconde série qui avait été faite, qui se passait encore un peu après, et j'ai jamais continué. Pourquoi? Je ne sais pas. Anecdote sur ce livre, parce que je sais que vous les attendez, mes anecdotes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si je sais pourquoi j'avais acheté ce livre, c'est parce que je l'avais payé 7,95€. Vous vous rendez compte? Un grand format, que j'avais payé 7,95€ parce qu'il y avait une OP en fait. C'était pour faire connaître la saga. Donc moi, bien évidemment, gros rat, je l'ai acheté. Et en fait, je me souviens que quand j'ai commencé à lire, je sais pas pourquoi, moi je m'imaginais un truc médiéval. Alors qu'en fait, ça se passe dans l'espace, grave dans le futur. Et je me souviens avoir commencé à lire et être en mode, mais je comprends... Quoi? J'étais hyper déstabilisée, il m'a fallu du temps du coup pour vraiment accrocher parce que ça correspondait pas à ce que j'avais comme attente en commençant le livre. Et après, je me souviens en avoir parlé à ma meilleure amie et ma coloc de l'époque. Je lui avais dit mais je comprends pas, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et elle m'avait dit en même temps, quand tu lis le résumé, à aucun moment on parle de société médiévale, à aucun moment on te laisse entendre qu'il va y avoir des chevaliers ou je sais pas quoi. Genre je ne sais pas pourquoi j'ai été perturbée comme ça, mais écoutez, c'est pas grave parce que ça ne m'a pas empêché de surkiffer la saga,
Attention, c'est quand même assez dark. Officiellement, c'est classé en ado. Moi, je pense que ça passe beaucoup plus en adulte ou ado plus parce que c'est quand même très gore. Au niveau du langage, ils sont hyper grossiers. Donc attention. Et en plus, c'est quand même très dense. Que ce soit au niveau des intrigues politiques, de l'univers, des motivations des personnages et de tout ce qui leur arrive, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais c'est extrêmement riche et vraiment incroyable. C'est l'histoire de Darrow qui vit dans une société qui est pour le coup vraiment fait en triangle. Et lui, en fait, il se trouve, Bichette, qu'il est tout au bas. Vraiment tout en bas. Et ils sont classés par couleur. Donc il y a les rouges, les marrons, les verts, les machins. Et tout en haut, il y a les ors, qui sont bien évidemment les plus riches, les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, tout ça. Et en fait, Darrow, lui, contrairement à ce qu'on peut penser, il se satisfait de sa petite vie tranquille, de personnes exploitées. Jusqu'au jour où sa fiancée, qu'il aime plus que tout au monde, est exécutée pour trahison, rébellion, tout ça. Et en fait, pour la venger, il va décider de faire tomber tout le système. Homme capable, c'est pas genre il pleure 5 minutes, il passe à autre chose. Non, lui il se dit ok, vous l'avez tué, je vais tous vous buter. Concrètement, on est un peu là-dessus. Et du coup, pour faire tomber en fait les ors, et ben, il va être obligé de devenir l'un d'entre eux. Donc après, il va mettre les pieds dans des complots toujours plus gros que lui, hein, mais le postulat de base, c'est ça. Et c'est juste oufissime. C'est Hunger Games dans l'espace avec des enjeux de foufou. C'est incroyable. On reste dans l'espace avec Illuminae, bien évidemment que lui allait être dans cette sélection. Là aussi, mais la découverte de l'espace, c'est le cas de le dire. En gros, Illuminae, la première chose qui m'a séduite dans ce livre, c'est ça. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais what ? Mais c'est incroyable comme livre, genre la mise en page est ouf. Et moi c'est vrai qu'à l'époque je lisais quand même, bon encore aujourd'hui hein, je lis pas beaucoup de science-fiction, mais là ça m'avait trop tenté. En gros c'est l'histoire de Cady et Ezra qui vivent sur une planète donc colonisée, bref on s'en fout. Un jour cette planète est attaquée et du coup eux ils sont réfugiés sur un navire, un vaisseau spatial, enfin oui un vaisseau spatial, qui essaie de rejoindre du coup la planète mère et ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été attaqués, qui les a attaqués, quels sont les enjeux, etc. etc. Et tout est retranscrit sous forme de rapports ou d'extraits d'interviews ou de... Enfin, c'est très compliqué à vous expliquer, mais c'est ouf. C'est vraiment ouf parce que c'est pas un format qui est facile, mais ça rend le livre tellement plus addictif. Il y a une histoire aussi d'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus d'ampleur et est-ce que c'est en bien, en mal, on sait pas trop. Ce livre ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai pu lire, que ce soit dans la forme, le fond ou dans le style de manière générale, les personnages. Vraiment, coup de cœur. J'ai l'impression que plus de gens connaissent Aurora Squad des mêmes auteurs, et Aurora Squad est vraiment cool, hein, mais perso, je préfère 500 milliards de fois plus Illuminae. Voilà, c'est dit, c'était une attaque gratuite. Si vous préférez Aurora Squad, je respecte, mais je comprends pas. Autre livre dans ma sélection, évidemment, La couleur du mensonge. Celui-ci, je sais que je vous en ai déjà parlé. L'anecdote concernant ce livre, c'est que je l'ai lu pendant le confinement. Et à l'époque, je n'avais pas le livre papier, j'avais le livre sur ma liseuse. Et en fait, je m'étais dit, oula, oui, il fait quand même presque 500 pages en papier, donc en numérique, il devait faire un peu plus. Et je m'étais dit, oh, c'est bien, ça va me tenir un moment. Pas du tout. En 12 heures, c'était torché parce que c'était impossible de lâcher ce bouquin. Juste impossible. Et surtout, à un moment, il y a un plot twist. Et je me souviens que sur ma liseuse, je lisais, et d'un coup, j'ai fait genre, c'était le milieu de la nuit, hein. Je fais, oh, mais quoi ? Et j'étais extrêmement frustrée de ne pas avoir la version papier, parce que si j'avais eu la version papier, j'aurais fait comme ça. Mais non, mais attends, et j'aurais relu depuis le début tous les passages qui me donnaient des indices sur ce plot twist que je n'avais pas vu venir. Et là, sur ma liseuse, bah du coup, je n'ai pas pu faire ça. Donc j'étais frustrée. Et à peine le confinement terminé, c'est le premier livre que j'ai commandé. Et je me suis acheté du coup tout le reste de la saga, que je n'ai toujours pas lu, puisque vous-même vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'ai eu un tel coup de cœur pour ce livre que pour moi c'est impossible que le reste de la saga soit aussi bien. Du coup j'ai peur de lire le reste de la saga, et surtout il faudrait que je relise celui-ci. Je l'ai tellement aimé, j'aimerais voir si je l'aime autant à ma relecture maintenant que je sais un peu le plot twist. Et rien que d'en parler là, j'ai envie de le lire. C'est l'histoire de Sage qui va... En fait dans son monde, les mariages sont arrangés par des marieuses, et elle va voir la marieuse pour qu'on lui trouve un mari, parce qu'elle est orpheline, mais du coup, son oncle qui l'a recueillie essaie de le trouver un bon parti quand même. Et du coup, elle va voir la marieuse qui lui dit non, moi j'ai pas trop envie de te marier. Par contre, Bichette, j'ai besoin d'une apprentie. Du coup, Sage, elle se dit let's go, pas besoin de me marier. Et en plus, je peux voyager parce qu'elle va accompagner du coup la marieuse qui part de leur village et qui va rejoindre la capitale où, entre-temps, elle essaye de repérer un peu les bons partis, de faire ses petits agencements, etc., etc. Pour rejoindre la capitale, ils sont accompagnés par un bataillon de soldats. Et en fait, très vite, ils vont se rendre compte qu'il y a des complots, il y a des secrets, il y a des petits enjeux politiques qui rentrent en compte au milieu de tout ça. Et le convoi n'est pas forcément en sécurité. Et comme Sage est quelqu'un de très malin, et surtout comme elle est avec la marieuse et que ça lui permet en fait de poser des questions aux gens, de fureter un peu à droite à gauche, sous couvert de trouver les personnes qui sont le mieux à associer ensemble, eh bien, elle va devenir un petit
un petit peu, je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça, un petit peu espionne pour les soldats qui essayent de comprendre ce qui se passe. Grosso modo, c'est le pire résumé que vous avez jamais entendu, mais c'est incroyable parce que tout est là. La tension entre les personnages, incroyable. Comme je vous disais, plot twist, retournement de situation, des moments où tu crois que ton cœur il s'arrête tellement t'es à fond. C'est extrêmement original, c'est très très bien écrit. Il y a des passages un peu lents, je vous l'accorde, mais perso ça m'a pas freiné, hein, parce que voilà, comme je vous disais, 12 heures. Alors certes, c'était le confinement, on n'avait pas grand chose d'autre à faire. Enfin moi en tout cas, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Enfin j'ai écrit un roman quand même accessoirement pendant le confinement. Mais bref, pépite, et j'ai vraiment envie de lire la suite, mais j'ai vraiment très peur de lire la suite aussi. Sous un ciel d'or. Je l'ai surkiffé aussi. En même temps, je vais pas vous dire ça à chaque fois que je vous présente un livre. C'est 30 livres que j'ai surkiffé pour mes 30 ans. Vous avez compris le bail. Ça, c'est l'histoire de Lou qui a 17 ans. Elle vit en 1929, 30. 29, c'est marqué là, dans les Cornouailles. En fait, elle se résout plus ou moins à vivre une petite vie tranquille dans son village, alors qu'elle, elle aspire à beaucoup plus. En fait, dans le village où elle habite, juste en face, il y a une île où il y a une immense demeure de personnes très très riches, bien évidemment. Et en fait, le temps d'un été, les 2 jeunes de cette famille vont venir sur l'île et faire des fêtes de folie, parce que je vous rappelle, c'est les années folles. Et en fait, le temps d'un été, elle va être projetée dans leur univers, se faire des amis là-bas, apprendre un peu à les connaître, etc., etc. Et ça va lui donner envie de beaucoup plus que ce qu'elle a actuellement. Donc ça parle de féminisme, ça parle d'émancipation, ça parle de rêve, de détermination, il y a une histoire d'amour, bien évidemment. Ça parle aussi un peu de dépression et de pression familiale, mais vraiment... incroyable. Ce qui est ouf, c'est que quand tu analyses, il se passe pas grand chose. Parce que ça fait des fêtes sur la plage et ça picole du champagne jusqu'à pas d'heure, mais il n'y a pas de plot twist de ouf, il n'y a pas d'action en fait. C'est juste l'ambiance réalisée par l'autrice, créée par l'autrice même, et merveilleuse, magnifique. En fait, t'as un peu l'impression de lire Gatsby le Magnifique, mais pardon, parce que là c'est une hérésie ce que je vais dire, mais en 1000 fois mieux. En fait, en 1000 fois plus accessible pour un lecteur lambda. Les personnages, mais je les ai tellement aimés. Et vraiment, cette autrice, j'en ai lu d'autres d'elle depuis, incroyable. Mais c'est vraiment ce roman qui me l'a fait découvrir et j'ai adoré, je l'ai fait lire à tout le monde. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et pour info, nouvelle petite anecdote, cette femme a quand même réussi à me faire crusher sur un personnage qui s'appelle Robert. C'est fort. Et évidemment que j'allais vous parler aussi de cette saga parce que on va commencer à en parler pas mal, je pense. Il y a une réédition qui est prévue. Ça est bien sûr Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Et c'est pareil, c'est le livre que j'ai lu. J'ai dit ok, je l'aime tellement que tout le monde doit le lire. Je l'ai fait lire à ma meilleure amie, je crois que je l'ai même fait lire à ma maman. J'ai fait lire à toutes mes potes. Vraiment, c'était en mode tu poses pas de questions. Tu lis. Tu apprécies, tu me remercieras après. C'est l'histoire de Laïa qui vit dans un monde où pareil, tout est bien divisé, tout est bien sectionné, et elle, Bichette, elle fait partie de la classe la moins avantagée, la classe des érudits, je crois. Oui, c'est ça, les érudits et les martiaux, sauf qu'en fait, progressivement, en fait, les martiaux ont pris le dessus sur les érudits, et on est dans une société qui est très rigide, très codifiée. Et donc Laïa, elle fait partie des érudits, mais le jour où son frère est capturé, elle accepte pour le libérer de servir d'espionne aux érudits. Attendez, je le raconte trop mal. En gros, les érudits lui disent bah ouais, mais moi je suis désolée, je peux pas aider ton frère. Elle dit ok, mais si vous l'aidez, je vous donne des infos. Et ils disent ok, dans ces conditions, on accepte de t'aider, parce qu'ils sont un peu comme ça, les érudits, un peu égoïstes. Et du coup, elle accepte de s'infiltrer dans l'académie de Blackcliff, qui est l'académie qui forme les martiaux, pour apprendre plus d'informations sur plein de choses. On va pas rentrer dans les détails non plus. C'est extrêmement dangereux parce que c'est une académie sanguinaire et elle est au service d'une personne sanguinaire. Et là-bas, elle va rencontrer du coup Elias, qui lui est le fils de cette personne sanguinaire déjà, donc ça part pas bien. Mais surtout, Elias, il est au bout de sa vie. Genre lui, il en peut plus de tuer des gens et de devoir être formé pour taper sur des gens. Il en a marre. Donc il a un petit esprit rébellion et en plus il va rencontrer Laïa. Et alors là, à partir de là, tout va partir en cacahuète, que ce soit pour lui, pour elle, pour les gens qui les entourent, pour le royaume dans son entièreté. C'est une romantaisie incroyable. C'est une des meilleures que j'ai jamais lues, je le dis, je l'assume. Et du coup, j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome, j'avais le troisième tome que je n'ai jamais lu, je ne sais pas pourquoi. Et le quatrième tome n'avait jamais été sorti en français. Et là, du coup, tout va sortir. Je crois que les rééditions sont aux éditions Big Bang, donc Brajlon. Et tout va sortir et j'ai trop hâte de relire cette saga et de continuer et de finir cette saga. Franchement, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas louper cette saga. C'est trop bien. Ah là, on arrive sur des livres beaucoup plus récents. Vous savez que je les ai lus récemment. Évidemment, Divine Rivalité, parce que ça a été une révélation de foufou. Quand je pense que c'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist, elle a rien de particulier, l'édition anglaise. On s'en fout un peu. J'aurais dû vous montrer la version française parce que oui, du coup, j'ai la version française, anglaise, parce que je suis faible. Mais bref, je l'ai lu en anglais
et je l'avais ajouté à ma wishlist, pas parce que tout le monde en parlait ou quoi, je l'avais ajouté parce que je trouvais la couverture belle. C'est tout, vraiment c'est tout. Je m'étais dit ok ouais le résumé a l'air sympa, allons-y. Et pareil, je l'avais pris en vacances en me disant ouais un petit livre en anglais c'est bien, ça me prendra plus de temps à lire. Tu parles. En une journée c'était dévoré, c'était torché, c'était un coup de cœur. C'est oufissime tellement c'est original, tellement c'est riche, tellement c'est bien écrit. Pareil, c'est un peu lent, c'est-à-dire que dans l'ensemble c'est très contemplatif, c'est très on pose la situation, on explique, etc. etc. C'est très bien écrit mais c'est un peu lent. Donc si vous vous attendez à ce que d'un coup ça démarre et qu'on se tape dessus, non. Mais par contre moi j'ai trouvé que c'était extrêmement addictif et là on est sur le même cas de figure que La couleur du mensonge, c'est-à-dire que j'ai acheté le tome 2, d'ailleurs il est là, j'ai acheté le tome 2 à sa sortie, je ne l'ai toujours pas lu parce que déjà c'est la fin, j'ai pas envie que ça se finisse et en plus je suis terrifiée à l'idée que soit ça soit moins bien, soit je pleure parce que c'est aussi bien mais c'est terminé donc c'est trop cruel. Donc vraiment ces livres mais pépitas. Lui aussi, je vous en ai déjà parlé, lui aussi, je vous ai déjà fait une vidéo spécialement dessus. C'est bien évidemment Défier la nuit de Brigitte Kammerer. C'est un floppy, mais qui a du jaspage, ce que je trouve vraiment très très cool. Bon, il est quand même à 22,50 €. Mais on en a pour son argent parce qu'il y a presque 600 pages. Et là, c'est l'histoire du royaume de Kandala où il y a une fièvre en fait qui s'est répandue. Et le seul moyen de guérir de cette fièvre qui peut sinon vous tuer, c'est un élixir qui est fait à partir de fleurs. Des fleurs qui ne poussent pas partout dans le royaume. C'est pas très pratique puisque du coup, vu que ça ne pousse qu'à certains endroits, il y a des personnes riches qui se sont appropriées cette fleur et donc l'élixir. Et il y en a, en gros, si tu peux te payer l'élixir, c'est top, sinon bah tu meurs. Super. Et donc Tessa, elle, c'est une apothicaire, une guérisseuse, qui la nuit va voler de l'élixir et des fleurs pour le distribuer aux plus démunis. Et de l'autre côté, on a le frère du roi qui s'appelle Korik, qui lui est l'exécuteur du roi. Donc le peuple le déteste parce que c'est lui qui est chargé de faire rentrer les gens dans le droit chemin. Et en fait, ils vont se rencontrer. Et alors que tous les opposent, ils vont être obligés de collaborer pour essayer justement de résoudre le problème de cette fièvre qui ruine le royaume. Voilà, donc intrigue de cour, intrigue politique, romance comme ça, secret, trahison, révélation, tout est là. Tout est là les gars. Pour plus d'infos, je vous invite bien évidemment à aller voir ma vidéo. Je vous mettrai comme d'habitude les liens dans la barre de description et tout là-haut. Et l'anecdote sur ce livre, c'est que du coup j'avais lu L'épreuve non corrigée, donc bien avant sa sortie. Je l'avais lu pendant mes vacances à La Réunion, début d'année, et j'étais à la plage. Et en fait, en gros, il y a une sorte de plot twist mais qui arrive assez tôt dans le roman, tu vois, genre par là. Et je me souviens que j'ai commencé, j'ai lu 1 ou 2 chapitres et j'ai dit à ma famille, je crois que j'ai deviné un truc, j'ai deviné le plot twist. Et en fait, j'étais sur le point d'être déçue d'avoir deviné le plot twist parce que je pensais que le plot twist allait arriver à la fin et que du coup pendant tout le livre j'allais être en mode non mais c'est évident et tout. Et en fait le plot twist est arrivé très tôt dans le roman, donc j'étais en mode mais c'est ouf parce que j'aurais pu être déçue d'avoir deviné, mais en fait j'étais pas déçue d'avoir deviné parce que j'ai quand même été surprise même si j'avais deviné, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je garderai à jamais un souvenir de la lecture de ce livre parce que déjà je l'ai lu en vacances, les pieds dans le sable sur les plages de La Réunion, c'est une expérience que je recommande. Et aussi parce que du coup, c'était un énorme coup de cœur quoi. Et depuis, j'ai pu rencontrer l'autrice qui a été adorable. Elle m'a dédicacé le livre. Quand on lui a dit que j'écrivais moi aussi des livres, elle a insisté pour savoir de quoi ça parlait. Elle a insisté pour acheter le livre et que je lui dédicace et qu'on fasse une photo ensemble. Genre vraiment truc de ouf les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi des fois je me rends pas compte. Là encore, je me rends pas compte. Et on enchaîne. Prison Healer. Et évidemment qu'il allait être dans cette sélection aussi parce que c'est pareil. J'ai lu les 2 premiers tomes quand j'étais dans une phase où je savais pas de quoi j'avais envie. J'étais dans un peu un bad mood niveau lecture. Je lisais des trucs qui me plaisaient pas trop, j'avais du mal à accrocher, je les lisais mais sans vraiment d'envie quoi. Et sans en ressortir en mode waouh c'était super ou même oh c'était cool. Du coup je me suis dit tu sais quoi on va tenter cette série, donc j'avais acheté les 2 tomes. Et j'ai bien fait parce que je les ai dévorés. On est sur de la fantasy que j'ai trouvé, alors c'est un peu too much. C'est un peu too much que ce soit au niveau des plot twists qu'on enchaîne, que ce soit au niveau un peu des cases qu'on coche pour les trucs de fantasy ou même les relations entre les personnages etc. Mais c'est pas grave parce que je l'ai trouvé tellement addictif. Et vraiment ce qui m'a marqué sur ce livre c'est les plot twists. Genre dans le tome 1 c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 plot twists carrément. Ça fait pas semblant, ça m'a laissé sur le cul et j'ai vraiment surkiffé. C'est l'histoire de Kiva qui a été emprisonné depuis des années avec son papa et comme son papa était guérisseur, il a eu droit à un poste un peu spécial dans une prison absolument horrible, mais son statut de guérisseur le protégeait un petit peu entre guillemets. Et quand il est mort, parce que malheureusement même pour un statut protégé la prison est absolument horrible et très peu de gens survivent, et Kiva a pris sa place et elle est devenue un peu la guérisseuse
de cette prison horrible. Donc on en est là au début du roman et très vite en fait il y a un prisonnier qui arrive qui semble savoir des choses et qui va essayer de se rapprocher un peu de Kiva. Et puis il y a aussi bien évidemment la reine rebelle, la reine traîtresse, c'est-à-dire une personne qui s'oppose en fait à la famille royale en place et qui essaye de récupérer le trône. Et elle a été capturée, elle est en très très mauvais état et du coup elle est envoyée dans la prison et on dit à Kiva il faut que tu t'occupes d'elle, il faut qu'elle survive parce que elle doit passer des épreuves pour que le monde entier puisse la juger quoi. Sauf que Kiva au même moment elle reçoit un message de la résistance qui lui dit si tu fais en sorte que la reine survive, on va venir la sauver et on te sauvera avec. Donc Kiva elle se dit ok, sauf que là elle est en train de clamser la reine et moi malgré mes dons de guérison je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle se propose de participer aux épreuves à la place de la reine. Ce qui est un plan pas ouf parce que c'est des épreuves horribles aussi. Enfin bref, en gros, elle se retrouve dans les ennuis jusqu'au cou, genre même en fait jusque là. On la voit plus tellement elle est dans les ennuis. Et voilà, donc après elle va pouvoir compter sur des aides un peu inattendues. Et puis bah, on a toujours les petits complots, les petites révélations, les petits retournements de situation, tout ça, tout ça. Pareil, Romantaisie que j'ai trouvé oufissime. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que là j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je parle et que j'en suis même pas à la moitié des 30 livres. Donc on enchaîne, La chasseuse et l'alchimiste. Je vous en ai déjà parlé aussi très souvent. Celui-ci est très lent, mais j'ai accroché de ouf. Vraiment, ça a été aussi un énorme coup de cœur. C'est l'histoire de Margaret qui est désespérée à l'idée que sa maman qui est partie faire des expéditions je ne sais où, en fait elle rentre pas sa maman. Et elle a l'impression que c'est un peu à cause d'elle, donc elle se dit ce que je vais faire c'est que je vais participer à la chasse, c'est-à-dire un événement qui arrive que une fois tous les 50 ans, où il faut capturer une créature surnaturelle. Et du coup, si je fais ça, bah, ça m'apportera gloire, amour et beauté. Et ma mère sera obligée de rentrer parce qu'elle constatera que je suis une personne exceptionnelle. C'est un peu tordu, le truc de base. Sauf que pour ça, Margaret, elle a besoin d'un alchimiste parce que pour participer à cette chasse, il faut toujours un chasseur et un alchimiste. Elle connaît pas d'alchimiste, mais elle va tomber sur, comment il s'appelle, le petit que j'avais adoré, Wes. Wes qui, lui, est un apprenti alchimiste. Et en fait, ils ont pas trop le choix. Ils sont obligés de collaborer. Et ça va mener à des situations pouloulou quoi. Donc là c'est pareil, il faut se préparer au fait que c'est très lent parce qu'on est très dans la description, dans l'ambiance, dans l'évolution des personnages. Et en fait la chasse ne prend pas tant de temps que ça dans l'intrigue, c'est plutôt sa préparation et comme je vous disais les personnages. Mais la révélation, le coup de cœur incroyable. En plus le livre est trop beau, genre le jaspage déjà magnifique, la couverture magnifique. J'ai kiffé, je kiffe, j'adore. Voilà. Bon, lui, limite, j'ai presque pas envie de vous en parler, je vais juste vous le montrer parce que j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Le Pont des Tempêtes, bien évidemment. Romantaisie adulte, attention, il y a du smut, mais l'univers est ouf, les personnages sont ouf. C'est une histoire de royaumes qui s'affrontent et de ponts qui est à prendre pour gouverner les autres royaumes. C'est un enemies to lover avec des secrets, avec des trahisons, c'est juste incroyable. J'ai lu récemment du coup le 3e tome. J'attends la suite comme le Messie, peut-être même plus que le Messie, pardon pour cette hérésie. Les personnages, le style, les relations, tout est magnifique, tout est merveilleux, tout est incroyable. Voilà, exactement pareil pour The Curse of Saint. Rappelez-vous, hein, juste pour vous donner une petite idée, quand je l'ai relu, j'ai mis tellement de post-it que bah c'était fini. J'ai bousillé tous mes post-it noirs à vie. Pareil, Romantaisie qui est très originale dans un monde vraiment original. Je sens que mes arguments vont devenir de plus en plus poussés à chaque seconde. Il y a une histoire de divinité, de prophétie, de personnages qui se détestent mais qui vont être obligés de collaborer, de reine qui veut tout faire pour prendre le pouvoir et de dieux, de dons, de sectes. Enfin vraiment, je sais que là je le vends mal, mais en même temps je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois et j'espère que vous avez compris que c'est incroyable. Là vraiment, le Enemies to Lover, je vous jure, le Enemies to Lover, j'avais jamais lu ça. La tension qu'il y a entre les personnages et ce qu'on apprend sur eux au fur et à mesure et du coup après tu te repasses tous les échanges qu'ils ont eu. Incroyable. Et là c'est pareil, le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps en anglais. J'ai lu le 1er tome en français donc je pense que je vais quand même attendre la traduction du tome 2. Mais qu'est-ce que j'ai hâte et qu'est-ce que j'ai peur les gars. J'ai peur de souffrir, j'ai peur que ce soit terminé, j'ai peur de souffrir, j'ai peur que ce soit moins bien, mais j'ai surtout peur de souffrir. Et en attendant, il devait être dans cette sélection parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps mais... waouh, juste waouh. J'avais aussi envie de vous parler des Cahiers d'obscurité, bien évidemment. Je crois que je vous en ai... Non, j'ai pas fait de vidéo sur ce livre, il faudrait d'ailleurs, parce que pépite. C'est d'une autrice française, Gaëlle Maumont, que j'ai pu rencontrer, qui est absolument adorable et très inspirante comme personne. Et c'est de la fantaisie. Là, pour le coup, la romance, il y a une petite romance en fond, mais elle est pas du tout mise en avant, et de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, pensez pas dire ça un jour, mais ça fait du bien. Pour moi, c'est du même niveau que Eragon, c'est-à-dire que c'est un univers tout aussi riche,
C'est des personnages qu'on voit évoluer et se développer au fil des pages, qui partent de parfois pas grand chose et qui vont devenir des trucs de ouf. Ça veut rien dire ce que je vous raconte. Si vous arrivez à suivre là, franchement chapeau. C'est du coup l'histoire de Robin qui est une maître lame, c'est-à-dire une guerrière extrêmement badass. Et en fait, elle va rentrer chez elle après un long moment en mer et elle va découvrir qu'il y a des créatures surnaturelles qui rôdent. Elle va essayer de les traquer et ça va révéler plein de choses à la fois sur du coup le royaume dans lequel elle habite, sur elle, sur ses relations avec plein d'autres personnes qu'elle pensait connaître. Et il y a une histoire de prophétie qui va se révéler progressivement, qui va mettre à mal tout le monde en fait, carrément. C'est trop bien écrit, franchement c'est de la fantasy française mais incroyable. Et là encore ça mériterait tellement plus d'amour les gars, je sais que ça fait 14 fois que je vous le dis, à chaque fois que je peux caser cette saga, je la case, mais ça mériterait vraiment d'être plus connu et je vous le conseille à 100%. On en a fini avec les fantaisies parce que j'ai quand même essayé de classer un petit peu. Autre livre dont je voulais vous parler, ça change radicalement, mais c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et l'anecdote rigolote sur ce livre, c'est que je l'ai lu quand j'étais pour le coup au collège, donc il y a un moment. Et en gros, j'étais partie en vacances 2 ou 3 semaines, je sais plus, avec une amie et ses parents. Et j'avais pris du coup quelques bouquins. J'avais mal estimé combien de livres j'allais lire, bien évidemment. Et sur la fin du séjour, du coup, on était à la plage et moi j'avais plus rien à lire et j'étais au bout de ma vie. Et du coup, la mère de mon ami m'a dit bah écoute, moi je viens de terminer celui-ci, si tu veux, je te le prête. Et moi à l'époque, je ne lisais que de la fantasy. Alors c'était ma période Ewilan, tout ça, tu vois. Donc elle me tend ça qui est un roman historique épistolaire. J'étais en mode merci beaucoup. Alors tu sais, j'ai pas voulu lui dire non pour rester polie, parce que quand même il m'avait emmené en vacances, t'as vu. Mais j'étais en mode mais ça me plaira jamais en fait. Enfin, c'est pas mon. Mais d'accord, bon, je vais tenter, hein, tu vois, pour lui faire plaisir. C'est pas, ça a été le plus gros coup de cœur de mon année, je pense. Genre vraiment, j'ai commencé à lire, je me suis dit mais what? Et depuis, je l'ai lu 1 milliard de fois. Je me suis pris l'édition anglaise. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est l'histoire de Juliette qui est une écrivaine à Londres. Là, on est en 1940. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc Londres se reconstruit, le pays se reconstruit, le monde essaye en fait de se reconstruire. Elle a écrit des romans un peu satiriques, enfin des chroniques satiriques pendant la guerre. Et là, elle est en quête d'inspiration pour son prochain roman, parce que son éditeur lui met un petit peu la pression. Elle a vraiment pas d'idée jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre d'un habitant de l'île de Guernesey qui lui dit qu'en fait, il a trouvé un de ses livres qu'elle avait revendu. Et dans ce livre, elle avait fait des petites annotations dans la marge, etc. etc. Et du coup, il lui dit votre commentaire était hyper pertinent, ou genre à un moment elle pose une question et il dit ah oui machin. En fait, ils commencent à échanger là-dessus, en mode au début ça parle de ses lectures, etc. Et progressivement en fait ils vont apprendre à se connaître et elle va apprendre à connaître tous les autres habitants de l'île et elle va échanger avec eux sur en fait comment s'est passée la guerre de leur point de vue à eux sur une petite île isolée de tout. Donc elle va apprendre plein de choses parce que elle était à Londres, donc elle avait pas forcément une vision globale de la chose, et elle va même aller les voir, elle va se rapprocher d'eux et en fait elle va trouver l'inspiration du coup pour son livre parce qu'elle a envie de raconter de leur histoire, et notamment l'histoire assez cocasse du cercle littéraire d'amateurs d'épluchures de patates. Donc il y a une histoire derrière ce nom, mais vraiment c'est incroyable parce qu'elle va se rapprocher d'eux et il y a la petite romance, bien évidemment, vous me connaissez, mais il y a tellement plus que ça parce que c'est un roman historique qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais déjà le côté épistolaire rend le livre extrêmement addictif, mais aussi parce que t'as tellement d'émotions à travers ce qu'ils ont vécu que gros coup de cœur. Donc vraiment, tous les jours je me dis heureusement que je tombais à court de lecture et heureusement que la mère de mon ami m'a passé ce livre parce que la révélation quoi. Celui-ci j'ai craqué parce que la couverture était trop belle. Donc c'est Sous les étoiles de Blomstone Manor de Marie Orchard qui m'a été envoyée par les éditions Casterman, et je me souviens que dans le programme je l'avais vu, je m'étais dit oh ça a l'air mignon, la couverture est trop belle. J'ai lu le résumé, je me suis dit bon pourquoi pas, c'est pas que j'en attendais pas grand chose, mais je me suis dit ça va être une lecture sympa, mais ça va pas être à me rouler par terre quoi. Et en fait les gars, j'aurais pu me rouler par terre parce que j'ai surkiffé. C'est un roman qui parle de féminisme, qui parle d'amour, de rêve, de détermination, de courage. C'est l'histoire de Agathe qui en fait est passionnée par l'astronomie, les sciences, les maths, etc. Sauf que Agathe elle vit en 1998 et qu'à cette époque les filles c'était tu fais la cuisine, tu fais des gosses et tu te tais. Et en fait elle va réussir à s'émanciper un peu de tout ça grâce à un riche voisin qui est un petit peu un extraverti, c'est pas ça le mot, un excentrique voilà pour la société de l'époque, qui va l'accompagner dans son rêve et qui va lui permettre en fait de dépasser un peu sa condition entre guillemets. Dit comme ça a l'air très bateau, mais je vous jure c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau, en fait c'est une pépite, c'est un petit bonbon ce livre parce que tu te sens mais enrobé par la douceur de ce livre, par l'ambiance, par la bienveillance des personnages, et je l'ai tellement aimé. Comme je vous disais, en plus c'est une autrice française que j'ai pu aussi rencontrer, qui est très gentille, et je peux que vous conseiller de découvrir son livre, déjà pour la soutenir, mais surtout pour passer un moment incroyable auprès des personnages. Là on part un peu sur une autre ambiance, donc un roman historique aussi, mais là on est sur Chialade City, clairement. Donc c'est Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Lui aussi je crois que j'ai lu pendant le confinement d'ailleurs, parce qu'il devait sortir... Ouais c'est ça, il devait sortir le 5 mars 2020.
comment vous dire. Donc j'avais reçu un service de presse avant et du coup je l'ai lu pendant le confinement. Ruta Sepetys, elle a fait plein de romans historiques et ce qui est hyper intéressant sur cette autrice, c'est qu'à chaque fois, elle prend un moment de l'histoire très connu, bon par exemple la Seconde Guerre mondiale, mais elle se place d'un point de vue beaucoup moins connu, par exemple dans Le sel de nos larmes, si je me trompe pas, ou Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, enfin un des deux romans. En fait, elle montre des personnages de plusieurs pays qui vont partir, se rassembler et essayer de fuir l'Europe en guerre. Enfin, c'est pas le classique, on est du côté des Alliés ou du côté... Enfin voilà, c'est vraiment toujours très original la manière qu'elle a d'aborder l'histoire. Et là, c'était d'autant plus le cas qu'on est dans l'Allemagne de Franco. Et en fait, nous on a beau être européens, moi perso, l'Allemagne de Franco, on en a parlé 30 secondes en cours et c'est tout. Du coup, je connaissais absolument rien de cette histoire et c'est extrêmement bouleversant déjà et très addictif. En gros, c'est l'histoire de Daniel qui est un Américain qui va du coup en Espagne en 1957. Et il est passionné de photos, donc il fait plein de photos et ça lui permet en fait de comprendre des choses, de saisir des choses qu'il n'est pas censé voir en tant que touriste, quoi. Il réside dans un hôtel, donc l'hôtel Castellana, qui est un hôtel très hype, très riche. Et là-bas, il y a Ana Torres qui travaille et en fait, ils vont finir par se rapprocher et elle va lui montrer plein de choses, elle va lui faire comprendre plein de choses. Et nous, on apprend aussi plein de choses. Donc il se passe plein de choses, vous avez compris, le mot d'ordre, c'est plein de choses. Et surtout plein de sentiments, parce que ce livre m'a brisé le cœur. Les romans historiques, de manière générale, c'est très dur à lire pour moi, parce que je peux pas m'empêcher de me dire, bon déjà c'est des choses qui ont existé, c'est vrai, c'est avéré, c'est des faits réels, parce que l'autrice, comme je vous disais, fait énormément de recherches pour se baser sur des choses qui ont réellement existé, donc c'est horrible. Là en plus tu te dis 1957, bon ok c'était il y a longtemps, mais c'était il y a pas si longtemps. Et ça m'a encore plus fait ça pour Si je dois te trahir, qui est l'un des derniers romans traduits de cette autrice, qui se passe en Roumanie dans les années 80, donc pareil, régime dictatorial. Et là tu te dis, putain mais en fait les gars, les années 80, c'était hier quoi. Désolée, hein, je passe pour une vieille quand je dis ça, mais c'était il y a pas si longtemps et pourtant il s'est encore passé des choses horribles. Et en même temps ça devrait pas nous surprendre tant que ça, puisque encore aujourd'hui il se passe des choses horribles et on est beaucoup trop nombreux à détourner le regard. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est des livres comme ça justement qui te font prendre conscience que des choses qui se passent, et au moment où elles se passent, tu dois te dire oui mais moi qu'est-ce que je peux faire? Et en fait tu te dis mais en fait dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, les gens ils diront mais pourquoi vous avez rien fait? Comment vous avez pu laisser faire ça? Et comment des choses ont pu se passer à cette période censée être civilisée. Je suis partie beaucoup trop loin sur le sujet, mais en tout cas, cette autrice, je l'ai découverte, je crois, avec ce roman, et franchement, incroyable, parce que comme je vous disais, tout est documenté, c'est à la fois instructif et en même temps, pas vraiment divertissant parce que tu souffres, mais j'ai pas les mots, c'est vraiment incroyable. On va revenir sur un mood un petit peu plus léger. Évidemment que j'allais vous caser du Emily Henry, parce que ça a été ma découverte de l'année dernière. J'ai lu en fait j'ai lu tous ses romans, je vais pas vous faire la liste, j'ai lu tous ses romans, mais clairement mon préféré c'est Happy Place. C'est celui qui m'a le plus retourné le cerveau, qui m'a le plus retourné le cœur. Il m'a fait rire, il m'a fait chialer. Il est absolument incroyable. Donc là je vous montre la version anglaise, parce que moi j'ai lu la version anglaise quand elle est sortie. Mais depuis, il est sorti en français, donc si vous le voulez, foncez. Et de manière générale, il y a plusieurs romans de cette autrice qui ont été traduits. Je vous les conseille à 4 milliards de pourcents. Happy Place, c'est l'histoire de Harriet et Wynne qui sont en couple depuis des années et aux yeux de leurs amis, ils sont le couple parfait. Et là, en fait, ils se retrouvent, comme chaque été, pour passer une semaine de vacances ensemble. Sauf que ce que le groupe d'amis ignore, c'est que Harriet et Wynne sont séparés. Et pour ne pas gâcher l'ambiance, ils vont dire, bon bah écoute, on va faire semblant, pour nos amis, pour garder la bonne ambiance, on va faire semblant d'être encore ensemble. Ce n'est évidemment pas une bonne idée, puisque déjà, bon bah c'est mentir à tes amis, qui vont forcément se rendre compte de quelque chose. Et en plus, ça va réveiller plein de choses entre eux, parce que leur séparation a été un peu abrupte et surtout ne s'est pas fait dans d'excellentes conditions. Je veux même pas vous en dire plus, il faut lire ce livre, je vous jure, il est tellement beau, il est poétique, il est drôle, il brise le cœur et en même temps, il brise ton cœur et après il le reconstruit direct. Je vous promets, pépite incroyable. Et Emily Henry, je t'aime, voilà, c'est tout. Je vais finir là-dessus sur ce livre. Là aussi, je pourrais juste dire Ali Hazelwood, je t'aime. J'aurais pu vous parler de tous les autres livres de cette autrice, mais j'ai préféré vous parler de Check and Mate parce que je crois que c'est vraiment un de mes préférés. Sans doute parce qu'il n'y a pas de smut, contrairement aux autres livres de cette autrice. Bon, moi, le smut, vous savez, ça me gêne plus trop. Mais là, je trouve que c'est encore plus flagrant, du coup, le talent de cette autrice parce que tu es tout autant happé par la relation, par l'évolution des personnages, mais il n'y a pas besoin qu'ils se sautent dessus toutes les 3 pages et qu'ils arrachent leurs vêtements. Là, c'est juste beau. C'est l'histoire de Mallory qui était passionnée par les échecs et qui depuis un accident et pour des raisons personnelles a décidé d'arrêter totalement les échecs. Genre elle a dit c'est finito pipo, jusqu'au jour où elle va se retrouver à jouer complètement par hasard
contre le numéro 1 des échecs mondial. Et en fait, elle va le laminer. Et à partir de là, du coup, elle va être un peu obligée de retourner dans le monde des échecs. Et il va se passer plein de choses, et notamment avec ce fameux numéro 1 dont elle va se rapprocher. Et voilà quoi. Donc c'est une romance, mais pas que, parce que ça parle de tellement d'autres sujets. Pression familiale, les peurs, les rêves, la détermination aussi, les histoires de cœur, enfin vraiment... Pépite. Lisez-le. Lui aussi a été traduit. Là, je vous montre la version anglaise, mais lui aussi a été traduit. Et vous voulez le lire, je le sais. Là, on arrive dans les romances. D'ailleurs, je vais vous les faire en même temps parce que on va pas faire semblant. Et évidemment que dans mes 30 livres pour mes 30 ans, j'avais envie de vous parler d'abord de The Deal. Et pour vous dire à quel point j'ai aimé The Deal, c'est que j'ai les nouvelles couvertures trop belles, mais j'ai gardé les anciennes. J'ai gardé les moches. Et ça, si c'est pas une preuve d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Donc évidemment, petite série sur les joueurs de hockey avec l'ambiance campus, université, tout ça. Il y a du fake dating, il y a plein de tropes différentes. C'est incroyable. Le premier reste mon préféré à Jaja, parce que Gareth, bien évidemment. Mais c'est cette série qui m'a un peu fait commencer les romances sportives et qui m'a vraiment fait plonger en fait dans la romance, clairement. Évidemment que c'était dans ma sélection. Et puis nous avons deux genres différents, donc toujours des romances sportives avec la saga Windy City. Là, je vous ai montré Caught Up, qui est le tome 3, qui est mon préféré. Mais ça se joue à pas grand chose, parce que le 1 était bien, le 2 était incroyable, le 3 était incroyable, le 4 était... Attendez, j'en suis où là? Je m'embrouille tellement, je dis n'importe quoi. Bref, toute la saga est incroyable. L'autre saga, c'est les Cowboys, donc c'est Chestnut Spring. Dans les deux cas, les premiers tomes de ces sagas sont traduits en français pour l'instant, et la suite arrive bien évidemment, donc si vous voulez les lire, vous pouvez. Là, on a des cowboys avec une histoire de... En fait, c'est une famille où il y a plusieurs frères, et chaque frère a droit à son histoire d'amour. Et là, on est sur des sportifs qui se connaissent tous plus ou moins, et chaque tome se concentre sur un sportif, donc on a un joueur de hockey, un joueur de basket, un joueur de baseball et un autre joueur de baseball. C'est des romances, les gars, donc je vais pas vous faire les résumés, ça ne sert à rien, mais sachez que c'est incroyable. C'est smutty, dans les deux cas, il y a des scènes de cul, mais je vais pas vous mentir que là, l'ambiance du ranch et le truc cowboy là, ça a développé une obsession chez moi pour les cowboys. Et là, je crois que j'ai jamais lu une romance aussi belle. Green flag de tous les côtés. Je suis amoureuse. Je suis vraiment amoureuse du coup de ces autrices et de ces personnages en fait. Clairement, les mecs là... Mais même les héroïnes, elles sont incroyables. Bon, vous avez compris, gros coup de cœur pour ces deux sagas. Donc là, je vous ai présenté 29 livres et bien évidemment, pour clôturer, pour parler de 30 livres pour mes 30 ans, j'étais obligée de vous parler de La Carte des Confins. Bah oui, évidemment, parce que lui, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mon petit bébé, c'est ma petite fierté. Parce que certaines personnes à 30 ans, ils ont genre une carrière de ouf, ou ils ont des enfants, une vie de famille épanouie, ils ont fait des voyages de dingos. Bon, moi j'ai fait des voyages très cool, je vous l'accorde. Mais le reste, pas tout à fait ça, t'as vu? Mais j'ai écrit un livre. Enfin, j'ai même écrit 4 livres. Presque 5 d'ailleurs. Mais j'ai écrit et publié ce livre en 2021. Et c'est, je pense, un des points forts de mes 30 premières années. On va pas se mentir. Donc, La Carte des Confins, histoire de pirates, de magie, d'aventure. Avec un petit enemies to lover, mais gentil, le petit enemies to lover. Pas de smut, beaucoup de magie, de sarcasme, d'aventure, de rebondissement et mes bébés d'amour quoi. Je les aime tellement. Ça m'a fait mal au cœur de publier le dernier tome, le 3e tome qui est sorti du coup cette année là en 2024 parce que je refermais une page sur cet univers, sur ces personnages qui m'ont accompagnée pendant si longtemps. Et du coup j'avais quand même envie de vous en parler parce que voilà, c'est un livre important de mes 30 premières années et j'en suis fière. Alors je sais qu'il est pas parfait, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas et c'est totalement ok. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est normal, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est aussi le premier roman que j'ai écrit, celui-ci en l'occurrence, même ceux d'après, bon, j'ai gagné en expérience, en maturité, mais ils sont loin d'être parfaits, je le sais, mais moi j'ai donné tout ce que j'avais pour les écrire et c'était un rêve d'être publié et je l'ai fait et c'est incroyable. Voilà, je vais me remettre à pleurer donc on va enchaîner. C'était donc 30 livres pour mes 30 ans et si on veut continuer un petit peu, peut-être se projeter, est-ce que je vous parlerai peut-être pas d'un 31e livre? Est-ce que le 31e livre ce serait pas celui que je suis en train d'écrire et qui devrait pas tarder à sortir? Est-ce que je vous teaserai pas un tout petit peu sur cette prochaine sortie? Allez, je le fais. Bon, je vais rester quand même très light. C'est un livre qui devrait sortir tout début 2025 chez PKJ. J'ai pas la date précise encore, mais je ne manquerai pas de vous en informer dès que je l'ai. Donc tout début 2025, c'est plus La Carte des Confins, il n'y a plus de pirates, mais il y a toujours de l'aventure, toujours de la magie. Il y a une histoire avec des créatures surnaturelles, lesquelles, allez savoir, je vous en parle très vite. C'est l'histoire d'un pays en guerre contre des ennemis surpuissants. C'est l'histoire d'une académie pour former des soldats surentraînés et d'une héroïne qui se retrouve projetée au milieu de tout ça. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que j'étais très anxieuse au moment de clôturer La Carte des Confins, comme je vous le disais, parce que je m'étais dit
et si j'y arrive plus, et si j'ai pas de nouveau cette petite étincelle pour une histoire, pour des personnages, et que j'arrive plus à écrire quelque chose de bien, qui me plaise et qui vous plaise. Et en fait, quand j'ai eu cette idée, et je vous raconterai un jour comment j'ai eu cette idée, parce que c'est une anecdote assez sympa aussi, quand j'ai eu cette idée et que j'ai commencé à la travailler et puis après à l'écrire, c'est venu tout seul, ça a coulé tout seul et ça m'a fait vraiment un bien fou. Parce que je me rends compte que cette histoire aussi, je l'aime de tout mon cœur et j'espère sincèrement que vous allez l'aimer aussi. Et voilà, c'était le petit teasing, voilà, on va dire que c'est un cadeau d'anniversaire de moi à personne en particulier, mais voilà. Parce que j'en ai encore très peu parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, ici ou peu importe. Donc voilà, c'était le petit aperçu du prochain roman. Et sur ce, on va s'arrêter de parler parce que ça fait beaucoup trop longtemps là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un. N'hésitez pas à me faire votre sélection, si vous avez 25 ans, les 25 livres qui ont marqué votre vie. Si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, n'hésitez pas à me faire une petite sélection, ça peut être assez drôle. Ça va nécessiter un peu de réflexion, je le sais, mais ça peut être très drôle. De manière générale, n'hésitez pas à papoter dans les commentaires. Et puis, si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre un gâteau d'anniversaire avec des bougies. Puisque je vous rappelle que le prétexte pour cette vidéo, c'est que c'est mon anniversaire. Je l'ai dit un peu comme réponse dans le dessin animé, c'est marrant. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un prétexte. Donc le gâteau, c'est histoire de dire qu'on colle un peu avec 30 livres pour mes 30 ans. Mais voilà. Un petit commentaire donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!